Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Cette formation, elle réunit, elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose sans plus tarder de commencer comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Et cette semaine, il n'y aura pas tant de gens que ça à remercier parce que, pour tout vous avouer, j'enregistre ce podcast peu de temps après la sortie du précédent. Donc là, c'est les vrais. C'est ceux qui l'ont écouté tout de suite au départ qui m'ont mis un commentaire, puisque voilà, mon petit Luc prend du repos bien mérité, donc on fait un peu d'avance. Donc un grand merci à Nori, Mika, Alpha, David, Romain, Clément, Cassandre, Audrey, Maxime et So. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast aussi rapidement, d'avoir mis des messages. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide à nourrir la première rubrique du podcast, enfin en tout cas la première, après les news, la deuxième rubrique du podcast où on revient ensemble sur le podcast de la semaine dernière et vous verrez peu de messages mais des messages très intéressants. Nous sommes 4115 sur YouTube. On arrive à 432 notes sur Apple Podcast, 2 notes 5 étoiles de plus. Merci à Amina pour ton commentaire 5 étoiles. Ça me va droit au cœur. Amina qui m'a découvert il n'y a pas longtemps apparemment, comme quoi il faut persévérer. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram où nous sommes 9567. Le road vers 10 000 est long, c'est très long pour arriver à 10 000 abonnés, mais voilà, vous pouvez le faire sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, c'est le compte avec la petite étoile bleue, le petit chèque, donc aidez-moi à passer les 10K, ça me fera bien plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, c'est là où c'est le plus simple de parler avec moi, et j'essaye de partager du contenu régulièrement en tout cas, et merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter tous les épisodes parce que c'est vous aussi qui faites vivre ce podcast. Et je vous propose qu'on passe aux petites news, et les news de la semaine c'est déjà le vlog du Maroc. Alors merci beaucoup pour les vues puisque voilà, j'ai sorti le vlog de notre voyage au Maroc. C'était un voyage exceptionnel dans l'Atlas organisé avec les Gentlemen Investisseurs, avec Vintage Rides qui nous a organisé tout ce trip, tout cet événement. C'était un voyage qui était juste fou, juste magique. J'ai ramené plein de belles images. Et d'habitude, ces vlogs de voyage, ça fait pas de vues. Et là, allez comprendre pourquoi. On approche gentiment des 1000 vues sur ce vlog. Donc ça me fait très plaisir. J'ai essayé de rendre ça aussi dynamique, que ce soit pas juste un film de vacances. Et Luc a fait un super montage. Ça reflète bien l'ambiance qu'il y a eu sur ce voyage. Et je suis très heureux en tout cas que ça vous ait plu. Donc merci à vous. Il y aura un nouveau voyage l'année prochaine qui sera organisé toujours avec les Gentlemen Investisseurs. Si je dis pas de bêtises, ce sera du 22 au 28 septembre cette fois-ci. Donc commencez à noter la date dans vos tablettes si vous voulez en faire partie. Et la destination n'est pas encore arrêtée, mais on refera ces voyages en moto. Ça respire tellement la liberté, ces voyages-là. Moi, j'aime tellement ça. Donc, les partager avec vous, c'est exceptionnel. Et voilà, encore merci pour les vues de ce vlog. Ça fait très plaisir. Deuxième news,
On sort une nouvelle formation avec Ben. Ça y est, on a beaucoup bossé dessus. C'est une formation qu'on avait commencé par présenter en mastermind. Donc les gens qui étaient par exemple à Race and Business ont pu voir l'ébauche de cette présentation et effectivement ça a beaucoup plu. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais tu devrais le mettre sur papier, tu devrais le mettre en vidéo et en faire une formation. Donc cette formation elle s'appellera Imo Pépite, enfin elle s'appelle maintenant parce qu'elle existe, elle va bientôt sortir. Elle s'appelle Imo Pépite, comment investir en 2024 parce que ça vous a pas échappé avec le contexte actuel, les taux bancaires qui ont explosé. C'est la disparition du cash flow, le petit cash flow qu'on avait avant. C'est beaucoup plus difficile quand on a des taux maintenant qui approchent les 5%. Si on emprunte sur 25 ans, il ne faut plus le faire, à mon sens en tout cas aujourd'hui, parce qu'on pour emprunter 100 000 euros, on se retrouve à rembourser 180 000 euros. Pour moi, ça devient compliqué. 20 ans, c'est déjà beaucoup. 15 ans, c'est l'idéal, mais il faut mettre de l'apport. Donc, voilà, comment on fait quand on démarre de zéro, ou même quand on ne démarre pas de zéro, mais qu'on veut continuer à investir dans ces conditions-là, c'est en tout cas la méthode, on ne l'a pas créée avec Ben, mais c'est la méthode qu'on a trouvée par l'expérience, où ça combine en fait des techniques de marchand de biens et des techniques patrimoniales. Ça consiste à acheter un ensemble immobilier, identifier la pépite, quel est le local commercial par exemple qui rapporte à fond, ou l'appartement en rooftop qui peut être exploité super bien en LCD, revendre le reste, reculer pour mieux sauter, on va acheter la totalité, puis on va revendre des morceaux avec un meilleur prix pour pouvoir avoir le lot qui nous intéresse avec un tout petit prix. Donc c'est une formation, on l'a fait 2 fois avec Ben, ça, et on vous le formalise dans la formation, on vous montre tout en fait, chiffre à l'appui sur les 2 opérations qu'on a faites. Donc c'est vraiment très intéressant, en tout cas quand on l'a fait en live, on l'a fait 2 fois, c'est une formation qui a vraiment beaucoup plu, en tout cas en présentation de séminaire, et voilà, ça va sortir jeudi prochain, donc ça sort le jeudi 23 novembre à minuit, en même temps que le Black Friday, et c'est pour ça qu'elle sera en promo de lancement. C'est la deuxième annonce, c'est qu'on fait le Black Friday, donc cette fin de semaine, à partir de jeudi soir minuit jusqu'à dimanche minuit, il y aura moins 20% sur tout. Alors pour en revenir à Imo Pépite, à la nouvelle formation, il y aura moins 20% sur Imo Pépite. C'est une formation pareille qu'on a voulu accessible, c'est pas un truc où on s'envoie un l'air avec un prix de dingue. Elle est au même prix que la formation ETF, elle est au même prix que la formation Finance Perso Expert, elle est à 139 €. Donc voilà, avec moins 20%, ça vous la laisse quasiment pour 100 balles. Donc c'est pas dégueulasse, il faut en profiter. Ça sera à partir donc de jeudi soir minuit. Le code, c'est BF 2023. Et avec ce code, vous avez absolument moins 20% sur toutes nos formations en ligne. Donc, que ce soit les formations d'AB Invest, Finance Perso, Division Foncière Expert, les formations avec Yann, la formation Starter Cash de Yann est aussi à moins 20%. Mais Global Invest, notre plus gros programme de formation, il est aussi à moins 20%. Rookie Booster est à moins 20%. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les formations Nouveau Départ que je fais avec Fab, donc aujourd'hui, il y en a 2 qui sont sorties, elles sont aussi à moins 20%. Donc voilà, Vivre enfin libre et Faites tes rêves une réalité, elles sont aussi à moins 20%. Le code, c'est BF 2023. Donc n'hésitez pas, à partir de jeudi soir minuit jusqu'à dimanche, il faut en profiter. Je vous ai fait des mails. Alors tous ceux qui sont inscrits à la liste email, vous recevrez les mails. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, téléchargez la formation gratuite, ça vous inscrit automatiquement à la liste email et vous recevrez les mails pour bien vous prévenir, vous le rappeler. Ceux qui sont inscrits à ma liste email, vous savez que j'abuse pas, j'envoie quasiment jamais de mail. Là, il y en aura un par jour, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche, juste pour vous le rappeler parce que ça vaut le coup. Des promotions, on en fait quasiment jamais. C'est pas notre truc de brader notre travail non plus. On ne fera pas des moins 70%, des choses comme ça. On s'arrête souvent à moins 20%. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ce sera notre petit cadeau pour la fin d'année. Et voilà, et en tout cas, juste pour revenir sur Imo Pépite, on en est très fiers avec Ben, c'est vraiment cool. Ça permet pour tous les gens qui ont peur des taux qui augmentent, et j'en parlais encore samedi, on avait une soirée où j'en parlais avec des investisseurs qui me disent « mais les taux ont explosé, comment on fait maintenant ?» Ça peut être une des solutions pour vous débloquer et continuer d'investir. Franchement, pour 100 balles, il ne faut pas s'en priver, à mon sens, en tout cas. Ensuite,
on parlait de la fin d'année, la soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs. Si vous écoutez ce podcast le lundi quand il sort, ce sera samedi soir. Ça aura lieu au cabaret Le Lion Rouge à Brignais. Et c'est pas la peine de venir parce que toutes les places sont vendues. Encore une fois, merci à tous de votre confiance. Ça me fait trop plaisir. On sera quasiment 170, on sera 167 je crois. C'est un truc de fou. Donc merci beaucoup à vous tous de votre confiance. On va faire une belle soirée. Je le rappelle, pour les gens qui écouteraient, le dress code, c'est classe. Faut pas venir habillé n'importe comment là. On fait un effort, on vient pas en basket ou alors... Si c'est des Stan Smith avec un costume, ça peut passer. Mais franchement, on fait vraiment un effort. L'idée, c'est que tout le monde soit bien habillé, qu'on fasse une belle soirée pour faire des belles photos. Il y aura encore notre Dimitri National qui va nous faire des photos à l'entrée. Il y aura toute la team des Gentlemen Investisseurs. Il y a bien entendu Yann, ça va sans le dire. Mais il y aura aussi Ben, mon associé. Il y aura Fab. Voilà, toute la team GI. Il y aura Maître Cos. Il y aura Alex aussi, Alexis, qui intervient pendant les parenthèses indépendance, plus plein d'investisseurs qui étaient déjà là l'année dernière. Enfin, ça va être fantastique. Donc, merci beaucoup à vous. J'ai quelques petites news encore pour vous. Parenthèse indépendance, épisode 5 du 17 au 19 janvier. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette parenthèse indépendance. Je sais que ça commence à approcher. On avait 2 parenthèses qui étaient très rapprochées entre décembre et janvier, parce que, on vit pas de YouTube, les mecs. On est vraiment investisseurs, entrepreneurs, tous autant qu'on est. Et pour toute la team GI, il faut qu'on arrive à trouver des dates pour s'accorder. Et c'était la seule façon, si on veut arriver à faire 4 parenthèses par an, comme on a fait en 2023, en 2024, qu'elles soient assez rapprochées. Donc n'hésitez pas, il reste encore des places. Ça sera peut-être du coup, si on ne vend pas tout, en plus petit comité qu'habituellement. Donc ça veut dire peut-être encore plus en profiter. Donc si vous hésitiez entre janvier et la prochaine date qui sera vraisemblablement en avril, n'hésitez pas trop. Franchement, venez en janvier, je pense que... Puis démarrer l'année avec ça, pour moi, démarrer l'année en remettant tout à plat, c'est un des meilleurs moments pour le faire. Le début et la toute fin d'année, à mon avis, à mon sens, c'est un des meilleurs moments pour le faire. J'ai encore 3 petites annonces. Le Mastermind LCD qui aura lieu les 15 et 16 février. Un mastermind qui sera 100% dédié à la LCD. Il aura lieu à Clermont-Ferrand. On prend 20 places. Je vous l'ai déjà dit, tous les bénéfices sont reversés pour notre combattant préféré, Bourama Kamara, pour sa carrière. Bourama sera là aussi. Donc, il reste seulement 3 places. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Le Mastermind MMA aura lieu à Alès cette année, du 25 février au 2 mars. On a présenté, comme convenu à chaque fois, les places sur le podcast privé en avant-première. C'est quasiment tout parti. On a vendu 17 places. Donc, il reste seulement 3 places si vous avez envie de venir taper des gens pour vivre avec nous, pour ceux qui ont la ref. N'hésitez pas. Franchement... ça va être encore un mastermind exceptionnel. J'ai checké les invités et on a un invité de marque qui s'est inscrit en plus, qui est venu de lui-même. Je ne dévoilerai pas qui c'est pour l'instant, mais c'est cool en tout cas. Donc voilà, vous verrez pour ceux qui seront là. C'est chouette et voilà, ça aura lieu à Alès, au même endroit où on fait Race and Business chaque année, chez Mélanie, au haut du Marquet, un domaine qui est magnifique, incroyable. On va aller se taper à la salle Alès MMA, une salle qui est magnifique. Il y aura une cage de MMA, un truc de fou, on va pouvoir se taper dans la cage. Donc ça va être juste fantastique. N'hésitez pas, il reste seulement 3 places. Et la dernière chose, c'est le Mastermind Esprit Foncier. Si vous voulez apprendre aux côtés de Ben et moi à faire de la division foncière, à faire du marchand de biens, parce qu'aujourd'hui on a vraiment élargi ce mastermind sur l'aspect du marchand de biens. Ça représente à peu près 30% du contenu. Puisque sur les opérations de division foncière, il y a souvent du marchand de biens, n'hésitez pas, ça aura lieu le 4 et 5 avril 2024. Il n'y a que 8 places à chaque fois. Aujourd'hui, il reste la moitié des places. Je sais que c'est loin, mais voilà, souvent, ça part vite. Donc, merci à vous pour m'avoir écouté pour toutes ces annonces. Important, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de trucs cool, donc n'hésitez pas et ne ratez pas le Black Friday. Petit retour sur le podcast de la dernière quinzaine, le manuel d'Épictète. Donc c'est un livre que moi j'ai adoré et vous avez beaucoup aimé. Alors je prépare ce podcast assez tôt, j'ai eu beaucoup de partages sur Instagram. J'ai eu, on va prendre que 2 messages finalement parce que j'ai eu
pas mal de messages sur YouTube, mais plus pour me dire merci tonton. Mais j'ai eu 2 messages qui sont assez intéressants. Donc encore une fois, merci à vous pour ce podcast. J'ai eu aussi beaucoup de retours et de partages sur Insta. Donc c'est top, je vois que ça vous a plu. Et on a un premier message de Cassandre. Cassandre qui me dit « Cette édition est vraiment top, l'édition que j'ai avec le Pensée pour moi-même de Marc Aurèle et le manuel d'Épictète après. » Et elle nous partage quelques citations de plus que j'adore. « Tu n'es qu'une âme chétive qui soulève un cadavre. Épictète ce savage. » Ouais, effectivement, vu comme ça. Mais c'est rigolo quand je lis ça, parce que quand on remonte dans l'histoire des religions, c'est quelque chose que j'ai un petit peu étudié quand je me suis intéressé à la méditation, parce que la méditation est très reliée au bouddhisme. On voit que le socle des grandes religions monothéistes, c'est de dire qu'on est des êtres... Alors attention, on va partir un peu dans les câlins aux arbres, mais calmez-vous. Et il faut de temps en temps, ça fait du bien. Le socle des grandes religions, c'est de dire que on n'est pas des êtres terrestres qui allons un jour mourir et expérimenter plus tard une vie spirituelle, pour ceux qui croient au paradis ou à l'univers, voilà. Mais on est plutôt des êtres spirituels qui, un temps, incarnons une vie terrestre pour comprendre des choses. Par exemple, chez les bouddhistes, c'est la réincarnation. Tu es incarné dans un corps, tu dois comprendre des choses, et tant que tu n'as pas compris, tu recommences, voilà, jusqu'à ce que tu aies compris. Alors, s'il y a des bouddhistes qui m'écoutent, vous me pardonnerez les simplifications, mais en tout cas, voilà l'idée. Chez les chrétiens, ton âme est éternelle, et puis tu incarnes un temps un corps, et puis un jour, ton âme repart au paradis ou au ciel, ou enfin... Choisissez comment vous appelez ça, en tout cas. Mais quand on lit cette citation d'Épictète, qui était plus ou moins contemporain de la naissance du Christ, à quelques centaines d'années près, mais « tu n'es qu'une âme chétive qui soulève un cadavre », en gros, on voit encore ici cette notion un peu d'immortalité de l'âme qui animerait un temps, un tas de chair, en tout cas. Là, c'est volontairement dit violent, mais violemment dit, en tout cas. C'est comme dit Cassandre, ouais, c'est sauvage. Ce que je veux dire par là, ça nous rappelle encore une fois que le temps passe vite, que notre temps sur Terre, en tout cas, passe vite, qu'on est peut-être que de passage. Après, chacun aura sa croyance, aura son rite ou son dogme ou sa religion. Mais j'aime bien cette idée-là de dire que notre temps sur Terre, il est court, qu'il est précieux, et qu'on a des choses à comprendre. Un peu ce qu'on retrouve dans le bouddhisme et dans la réincarnation, que en tout cas, j'ai envie de croire qu'on n'est pas juste envoyé sur Terre pour aller taffer du lundi au vendredi, pour économiser, pour se payer une Mercedes ou je sais pas quoi, et recommencer comme ça, repeat, jusqu'à la mort, mais qu'on a des choses à comprendre, des choses profondes. C'est pour ça que sur ce podcast, depuis 4 ans, je fais autant d'introspection que je partage avec vous, et que je vous invite à ça. Socrate qui disait il y a des années, hein, connais-toi toi-même, et cette quête-là, elle s'arrête jamais. Et ça me fait penser d'ailleurs, j'ai mon pote Rudy Koya qui va sortir bientôt un nouveau livre. J'ai beaucoup aimé son premier livre, Leader Project. Donc Rudy Koya, entrepreneur dans le domaine de la muscu, qui a un podcast qui s'appelle Leadercast. Et je lui fais aussi un big up parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, qui viennent de la communauté de Rudy au départ, parce que c'est lui qui m'a formé sur le podcast et c'est lui qui a fait la pub d'une vie de liberté au départ sur son podcast. Il sort un nouveau livre. Et dans son livre, il y a les 10 commandements de Rudy. Et c'est rigolo, je les avais juste à côté, je vais les rouvrir. Et il y a un commentaire qui dit, un des commandements de son nouveau livre qui dit « Arrête de juger autrui, tu ne le connais pas, tu ne te connais déjà pas très bien. » Et je trouve que c'est extrêmement puissant parce que se connaître, apprendre à se connaître, c'est la quête d'une vie. Et voilà, apprendre à connaître, en tout cas cette âme, ce qui anime notre corps. On a peut-être un temps limité sur Terre, mais si notre âme est éternelle, si on croit en l'univers, si on pense qu'elle ne mourira jamais ou qu'elle finira dans une plante ou un arbre ou dans l'air, le temps qu'on passe à essayer de se connaître, c'est jamais du temps de perdu, en tout cas. On a une deuxième citation de Cassandre qui nous dit « Souviens-toi de te comporter dans la vie comme dans un banquet. Quand le plat, faisant le tour des convives, arrive devant toi, tends la main et serre-toi comme il convient.
S'il te passe sous le nez, n'insiste pas. S'il tarde, ne louche pas dessus en salivant, mais attends qu'il arrive devant toi. Fais de même pour tes enfants, pour une femme, pour les charges officielles, pour l'argent. Et un jour, tu seras digne de boire à la table des dieux. Et je trouve que cette citation, je ne l'ai pas lue, et pourtant, elle est dans le manuel d'Épictète. Il est court, le manuel d'Épictète, donc je l'ai lu. Je ne l'ai pas lu dans le podcast, c'est ce que je veux dire. Et pourtant, elle est vraiment intéressante. C'est de te dire, aie de la gratitude. Ça veut dire, derrière tout ça, aie de la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui. Moi, je prends souvent l'exemple de la Porsche parce que c'est rigolo, mais pendant des mois et des mois, je l'ai voulu. Et des fois, je le vois, je descends dans le garage, j'y fais plus attention. C'est comme si elle faisait partie des meubles. Et je m'efforce à avoir de la gratitude, à la retrouver cool, à la retrouver belle. Et quand j'ai envie d'une autre voiture, à reprendre du plaisir à conduire déjà celle-là et à m'estimer à quel point j'ai de la chance et je suis heureux d'avoir déjà cette voiture-là. C'est plus simple dans la Tesla parce que c'est mon daily, par exemple, mais encore ce matin, je suis allé chercher tout le matériel de podcast, parce que oui, vous le voyez, pour ceux qui sont sur YouTube, je me filme encore dans mon bureau actuel, chez moi. Et donc, je suis allé chercher tout le matériel au bureau, le matériel de vidéo, podcast, pour me refilmer à la maison. Et sur la route, je conduisais la Tesla et je me disais encore une fois, mais quel bonheur d'avoir cette voiture, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Et j'avais encore de la gratitude d'avoir cette voiture. Et je trouve que ce message-là, il nous invite vraiment à avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et te dire, c'est ce qui veut dire, quand le plat fait le tour des convives, qu'il arrive devant toi, profite pendant que c'est le moment. Et encore une fois, profite comme il convient. Ne te vautre pas, n'en abuse pas. Profite comme il se doit. Et si le plat te passe sous le nez, si c'est pas ton tour, n'insiste pas, c'est pas grave. Si tu veux atteindre ton indépendance financière et qu'elle met du temps à venir, alors sois patient, attends ton tour. Quand il nous dit ne louche pas dessus en salivant, mais attends qu'il arrive devant toi. Si tu travailles, si tu fais ce qu'il faut, ça viendra, ça arrivera à toi. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Et puis quand le plat il est passé, passe à autre chose tout simplement. Voilà, ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas changer. Et je trouve que cette citation, elle est vraiment hyper puissante. Donc, elle nous invite vraiment à profiter du moment présent sans se dire que on remet notre avenir à plus tard ou qu'on ne consacre pas d'énergie pour notre avenir. Au contraire, mais que tout vient à point à qui sait attendre. Encore une fois, quand on fait les choses comme il faut, quand on avance sur son chemin, les choses, elles finissent toujours par arriver. Plus ou moins tôt, mais elles finissent toujours par arriver. Et Cassandre, elle conclut son message en me disant « Tony, connais-tu ce terme ? L'équanimité, je l'ai découvert cette année. » Alors, je vais être honnête avec toi, je ne le connaissais pas, et je suis allé faire mes petites recherches, et l'équanimité, j'ai trouvé nom commun, donc c'est du langage soutenu, qualité d'une âme équanime qui reste égale à elle-même, qui ne s'émeut pas facilement au choc des événements, la paix de l'âme, l'égalité d'humeur, la tranquillité. Et j'ai vu une deuxième explication, une deuxième définition. Équanimité, égalité d'âme, d'humeur. C'est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation agréable ou désagréable. Et en fait, l'équanimité, c'est central dans la pensée stoïcienne. Alors, je sais pas, je crois pas que j'en suis encore à ce niveau, mais en tout cas, je trouve que c'est chouette, c'est une belle définition, et c'est ce vers quoi j'essaye de tendre, en tout cas. Et oui, je le disais, c'est vraiment quelque chose de central dans la pensée stoïcienne. Et encore une fois, ça s'appuie sur le fait que on se focalise sur ce qu'on peut changer et on laisse aller ce qu'on ne peut pas changer. Donc merci à toi Cassandre pour ton message. Et justement, on va revenir un petit peu sur ce point avec le message d'Alpha. Alpha qui me dit « Salut tonton, excellent podcast, tu as un phare dans la nuit, merci à toi ». Et justement, je voulais revenir là-dessus parce que je suis loin d'être parfait et j'ai moi aussi bien entendu mes moments de doute. C'est pour ça que ça rebondit avec le message de Cassandre, cette équanimité. C'est vraiment ce vers quoi je tends en tout cas, d'être humeur égale, d'avoir de la sagesse en fait, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ressent rien, ça veut dire qu'on accepte ce qui est inéluctable. Et c'est rigolo parce que j'ai beaucoup pensé cette semaine, j'ai eu quelques emmerdes sur des biens immobiliers. Et il y a des années, ça m'aurait mangé la vie, ces trucs-là, vraiment mangé la vie. Et aujourd'hui, vraiment, je les traite avec la pensée stoïcienne, où c'est pour ça que je disais que c'est pas que de la théorie, c'est pas
que des choses qui sont destinées à rester dans des livres. C'est vraiment une philosophie pratique qui nous sert, qui est importante. Parce que quand j'ai eu ces merdes-là, je me suis dit, mais en fait, Tony, tu peux pas prendre juste les loyers. Si tu veux faire de l'immobilier, c'était comme la semaine dernière dans le podcast d'Épictète, quand tu vas aller au bain, rappelle-toi qu'au bain, on va t'éclabousser, on peut te voler tes affaires, il y aura du bruit, il y aura des cris. Tu veux pas juste te baigner, tu acceptes toute l'expérience. Et moi, avec l'immobilier, je veux pas juste toucher les loyers. Si je fais de l'immobilier, c'est que j'accepte tout. Qu'il y aura des travaux, qu'il y aura des locataires qui vont peut-être pas payer, il peut y avoir des problèmes. Et voilà, et cette semaine, j'ai rencontré ça sur deux affaires IMO. Alors, bon, quand on commence à avoir pas mal de lots et qu'on est marchand de biens, ça fait partie du quotidien. Mais justement, cette pensée stoïcienne, elle aide à ça, à se dire, voilà, je voulais pas juste toucher des loyers, je voulais faire de l'immobilier avec tout ce que ça implique. Donc ce qui se passe, c'est normal. Je suis ni maudit, ni quoi que ce soit, c'est juste des embûches normales à traiter. Et c'est pour ça que quand tu me dis t'es un phare dans la nuit, et je ne suis pas encore à l'équanimité, tu vois, ça me touche encore. Alors aujourd'hui, ça dure moins longtemps, ça c'est cool, mais parfois je suis obligé de repasser dans ce qu'on appelle avec Fab sur nos podcasts Nouveau Départ en compétences conscientes, c'est-à-dire que je sais que je suis compétent pour traiter ces situations, mais je le fais pas en sautant sur une jambe comme le réflexe de la marche, tu vois, où j'ai pas besoin quand je marche, j'ai pas besoin de réfléchir pour marcher. Et la plupart du temps, aujourd'hui, quand j'ai des choses qui m'arrivent, qui sont désagréables, j'ai plus besoin de réfléchir pour les traiter, ça devient un automatisme. Mais parfois, quand ça me touche vraiment, tu vois, cette semaine, avec mes 2 trucs d'IMO, j'ai dû repasser en compétences conscientes. Et ce qui change aujourd'hui, en fait, dans ma vie, c'est que j'ai les clés, tu vois. Quand j'affronte une situation bloquante, aujourd'hui, grâce à la PNL, j'ai les clés pour me poser à mon bureau, tu vois, prendre mon carnet, noter ce que je ressens, noter la situation, noter ma perception de la situation, réfléchir aux autres perceptions que je peux m'offrir, voir avec laquelle je suis le plus à l'aise et changer ma perception de la situation pour changer comment je me ressens, comment je ressens les choses. Et ça, aujourd'hui, j'ai ces clés-là. Donc, c'est ce que j'avais pas avant. Et c'est ce qui change. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes podcasts d'une vie de liberté, avec les podcasts Nouveau Départ avec Fab, c'est de donner à vous aussi, et puis bien sûr avec les formations, moins 20%, code Black Friday BF 2023. N'hésitez pas, avec les formations surtout, que ce soit les deux, vivant enfin libre ou fait de tes rêves une réalité, c'est toutes les clés qu'on donne pour justement arriver tout seul quand on est dans des situations bloquantes, dans des trucs qui nous mangent la vie, à avancer. Donc je sais pas si je suis un phare dans la nuit, mais en tout cas, j'essaye de partager le maximum de choses pour aider les gens. Ça marche sur moi et je le fais, mais voilà, en tout cas, on n'est jamais arrivé déjà dans la vie. On passe son temps à se connaître et comme le rappelait Rudy, on se connaît même parfois pas très bien. J'ai l'impression que je commence à bien me connaître, mais on se découvre toujours et c'est tellement important. Pour moi, c'est la plus belle quête d'une vie. C'est une quête qui est sans fin quelque part. Et c'est ça qui est magique. Et on va en parler dans le podcast d'aujourd'hui, de choses qui sont sans fin. Vous allez voir, on parle d'âme et on va parler de gens qui n'ont plus d'une catégorie imaginaire de population qui n'a plus d'âme, enfin, a priori, dans les légendes en tout cas. Et ça va être très très intéressant, mais ça nous fera une belle transition. Mais en tout cas, merci à vous pour vos messages. Voilà, je suis pas parfait, mais j'y travaille. En tout cas, et je vous propose qu'on passe au sujet de la quinzaine. Et là, on va se marrer aujourd'hui. Ça va être un podcast un peu what the fuck, mais ça fait du bien de délirer aussi. Le sujet du podcast, ça va être « Pourquoi les vampires sont-ils de bons investisseurs ?» Ouais, non, mais je suis sérieux, on va vraiment parler de ça. Et vous allez voir, on va se marrer ensemble. Mais pourquoi j'ai eu envie déjà de parler de ça ? Parce que ces derniers temps, on a abordé plein de sujets lourds, plein de sujets très sérieux, mais notamment le stoïcisme la semaine dernière. C'est quand même un sujet qui est sérieux. On a eu un podcast sur les enfants, avec une partie qui est quand même lourde. Et je me suis dit, ça va faire du bien de faire un peu un sujet what the fuck, un sujet où on se prend pas la tête et où on rigole. Et j'ai envie de m'amuser sur ce podcast, tout simplement. Sur Une vie de liberté, j'ai aussi de plus en plus envie de m'amuser et j'ai besoin de m'amuser, un peu comme je le fais dans les vlogs, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans que je crée du contenu. Ça me paraît tellement fou. Et encore une fois, j'ai une communauté qui est hyper soudée, qui est incroyable, qui chaque semaine commente. Et je vous en remercie. Je vous en remercierai jamais assez. Ou sur Instagram, qui m'envoie des messages. Vous répondez présent quand on fait des événements. C'est fou. Mais
depuis quelque temps, je prends aussi beaucoup de recul sur la création de contenu. Je me pose des questions parce que c'est vrai que j'ai réfléchi, mais entre les podcasts que j'anime avec Yann, les podcasts d'une vie de liberté, les vlogs que je fais, les émissions Nouveau Départ avec Fab, en moyenne, ça fait un contenu tous les 3 jours. Voilà, il y a 10 contenus par mois qui sortent. Et aujourd'hui, j'ai plus de facilité à créer du contenu parce que forcément, plus on en fait, plus c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je crois que sur la chaîne d'une vie de liberté, il y a 268 vidéos. Je sais pas si je crois qu'on est à 200 podcasts avec Yann au moins sur les gentlemen, donc j'ai presque fait 500 contenus. Mais l'idée, c'est qu'il faut toujours s'amuser. On a vu, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont pété des câbles. Comme j'ai des filles qui sont ados, ça m'aide à rester jeune aussi, à avoir du contact avec les youtubeurs actuels. Donc, on regarde pas mal de vidéos ensemble, et je vois des vidéos de Mastu ou encore des vidéos de McFly et Carlito, qui sont plus proches de mon âge pour le coup, mais qui ont chacun fait des pauses et qui ont chacun pété des câbles avec la création de contenu parce qu'ils s'enfermaient dans un format, ils s'enfermaient dans ce que les gens attendent d'eux. Alors, c'est des gens qui ont connu des succès qui étaient incroyables, mais moi-même, je me disais, aujourd'hui, je produis un contenu tous les 3 jours et j'essaye à chaque fois que ce soit pertinent. Donc aujourd'hui, je ne ressens pas de pression. La fois où j'ai ressenti une pression, à la rigueur, c'est quand j'ai passé une vie de liberté de 1 semaine à tous les 15 jours, parce que c'est du contenu qui est long, c'est du contenu où j'essaie de me casser la tête à chaque fois. Et le faire toutes les semaines, ça commençait à me mettre une pression dans ma vie, et je ne fais pas ça pour ça. L'avoir tous les 15 jours, ça redevient un vrai plaisir, et c'est ça qui compte. Et voilà, et j'ai envie de m'amuser avec ce podcast, j'ai envie de rien m'interdire. Et c'est rigolo parce que Luc m'a fait la réflexion, il m'a dit « Putain Tony, t'aurais dû le sortir pour Halloween celui-ci ». Et pour vous dire à quel point je calcule même pas, c'est que ce podcast sortira bien après, et en fait, peu importe, parce que moi j'ai toujours vu une vie de liberté comme quelque chose d'intemporel, j'aime pas surfer sur les vagues ou des choses comme ça, je veux que ce soit des podcasts qu'on puisse réécouter à tous les moments, et vous l'aurez compris en plus, ce podcast, ça sera toujours un prétexte pour parler des sujets qui nous sont chers, l'indépendance financière, le développement personnel, la valeur du temps et tout ça. Mais donc, pourquoi j'ai eu envie de parler de... Pourquoi les vampires, pourquoi ça débarque comme ça sur le podcast ? Alors, parce que j'adore les films d'horreur. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, j'aime pas les films d'horreur type Hostel ou Saw ou des choses comme ça, où c'est très sanglant, très... découpes et choses comme ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Par contre, moi, les trucs paranormaux, genre Projet Blair Witch, ça, il est revenu, tout ce genre de films, je kiffe, quoi, les Conjuring et tout ça. J'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, c'est un point commun avec Luc, mon petit Luc, je te salue, qui monte le podcast, qui publie tous les épisodes, mon podcast manager, tout simplement, qui nous accompagne sur Nouveau Départ, sur les Gentlemen Investisseurs, qui check tous les épisodes avant qu'ils sortent. Luc, c'est avant d'être mon monteur et mon podcast manager, c'est un podcasteur émérite qui a le podcast Avant d'aller dormir, qui est un podcast qui a énormément de succès, bien plus qu'Une vie de liberté et les Gentlemen réunis. Et Avant d'aller dormir, c'est un podcast sur l'horreur, sur des histoires d'horreur. Et d'ailleurs, si vous êtes fan d'Avant d'aller dormir, peut-être qu'un de ces jours, vous aurez une surprise d'entendre une histoire d'horreur contée par quelqu'un, vous verrez. On ne sait pas, ça peut peut-être arriver. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et il a aussi une émission sur Twitch qui s'appelle Les Rendez-vous de l'étrange, qui est vraiment très intéressante. Donc Luc adore aussi ce monde-là. Il m'a même conseillé une série Netflix qui s'appelait The Haunted of Hill House. Oui, en anglais, j'ai pas le titre en français. Je sais pas s'il y a un titre en français. The Haunted of Hill House, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai regardé avec ma fille, parce que voilà, ma fille, alors pas la petite, mais la grande qui a 15 ans, elle aime aussi ça, voilà, elle a la passion des films d'horreur comme son père. Enfin, elle kiffe ça, elle aime bien ça, et donc on les regarde ensemble, et ça me fait plaisir, c'est cool. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose de naturel d'aimer jouer à se faire peur. On a tout ça, c'est pas pour rien que Halloween est une fête qui existe, parce que il y a beaucoup de gens qui aiment se faire peur. Et parmi ces films-là, ces films d'horreur un peu, il y a une catégorie de films et de séries qui est un peu plus accessible aux ados, où ils surfent un peu sur la vague. C'est tous les trucs de vampires. Voilà. Donc ça commence par Twilight. Vous avez sûrement vu ça,
la série de livres de Stephanie Meyer qui a été adaptée en film avec Kristen Stewart et avec Robert Pattinson. Donc, ces films-là, donc, bien sûr, avec mes filles et avec la deuxième aussi, parce que la deuxième a 13 ans. Et donc, ça, c'est pas des films qui font peur, mais on a pu regarder ça. Moi, quand c'était ma génération, quand j'étais plus jeune, c'était Buffy contre les vampires. C'était un peu le même délire. Et là, récemment, on est tombé dans Vampire Diaries. Alors, pour ceux qui connaissent Vampire Diaries, 8 saisons. Faut pas tomber là-dedans. Alors, moi, c'est pas mon truc, ce genre de truc. Mais par contre, ça me permet de partager un moment avec mes filles. On regarde un épisode de temps en temps. Il y a 8 saisons, donc ça va nous occuper un moment. Mais c'est les sauces vampires à l'eau de rose, quoi, en tout cas. Et ça permet de partager aussi un moment en famille, de rigoler et de se faire la peur light, quoi. Voilà. Ça fait peur, mais ça fait pas trop peur. Et il y a une chose qui m'a frappé, à force de bouffer des épisodes de Vampire Diaries une semaine sur deux, c'est que ce soit dans Twilight, dans Vampire Diaries, ou même dans des films que moi j'ai beaucoup aimé, comme Entretien avec un vampire, par exemple, un film mythique avec Tom Cruise et avec Brad Pitt, qui est un film et avec Kristen Dunst jeune, un film qui est exceptionnel, ou même le comte Dracula dans son château, ils sont riches, ces vampires. Voilà. Ils sont tous blindés. Ils sont beaux et ils sont blindés. Ils ont vraiment de l'argent. Et on le voit, même le comte Dracula dans la légende, la pure légende, sans parler des films, mais qui est dans son immense château avec son immense fortune accumulée au fil des siècles. Et je me suis dit, en matant Vampire Diaries, mais quel excellent sujet d'analyse. Bien sûr qui va nous servir de prétexte à parler de nos sujets favoris. Mais qu'est-ce qui fait que les vampires, ils ont autant de pognon et ils sont de si bons investisseurs? Donc j'ai investigué, ma première investigation, vous vous en doutez, vous l'avez compris, ça va être très simple, c'est parce qu'ils ont la vie éternelle. Ça, c'est la vie éternelle pour investir et pour accumuler de l'argent, c'est quand même pas dégueulasse. Parce que les vampires, théoriquement, ils vivent pour toujours, ils vivent éternellement. Alors on peut les tuer, on va en parler pendant ce podcast, mais voilà, s'ils ne rencontrent pas de personne malveillante qui leur met un pieu dans le cœur ou qui les fout à la lumière, en général, ils vont vivre éternellement. Donc, ils ont une perspective de vie à très long terme. Eux, ils ne réfléchissent pas sur 40 ans de cotisation et retraite à 67 ans. Eux, ils réfléchissent sur 150, 200 ans, 500 ans, 1000 ans peut-être, 1500 ans pour les vampires de Twilight. Voilà leur horizon de temps. Et on le sait à quel point, en investissement, une vision long terme, c'est crucial. Et que ce soit dans l'IMO, mais surtout dans la bourse, par exemple, ou même dans d'autres domaines. On sait que qu'est-ce qui fait qu'on accumule autant d'argent quand on investit en bourse avec le temps? C'est grâce aux intérêts composés. Si vous investissez en bourse sur un indice large, on sait que le capital double à peu près tous les 8 ans. Donc, vous mettez 1000 euros, au bout de 8 ans, c'est 2000. Au bout de 16 ans, c'est 4000. Au bout de 24 ans, c'est 8000. Et avec ça, on fait une belle exponentielle qui explose. Mais même à la limite, dans un autre registre, les vampires, ils ont le temps d'accumuler des objets qui vont devenir des objets anciens pour les vivants. Si tu es un vampire et que tu peux te payer un hangar en 1700, tu peux aller stocker des meubles dedans, tu vois, tu leur mets un beau drap, tu les ressors dans les années 2000, et tu as des meubles 2700 qui ont 300 ans et qui représentent une fortune inestimable aujourd'hui. Donc, avoir du temps infini, c'est un sacré avantage. Et je le disais, tu as le temps de faire des intérêts composés. Si on voit Warren Buffett, par exemple, qui n'est pas un vampire, enfin en tout cas pas que je sache, il a l'air de vieillir, le pauvre vieux. Peut-être un vampire de la finance pour certains, ça aussi on aura le temps d'en parler. Mais Warren Buffett, qu'est-ce qui a fait qu'il a fait une fortune aussi importante? C'est qu'il investit depuis quasiment 80 ans, Warren Buffett. Son patrimoine, il est juste incroyable. Je vous invite à aller taper évolution patrimoine de Warren Buffett sur Google et vous verrez cette exponentielle, elle est complètement folle. On le voit sur l'indice S&P 500 par exemple, l'indice bourse américain, il a été créé en 1957. Sa valeur initiale, elle était inférieure à 49 points et début 2021, on était à 3700 points. Donc ça a été tout simplement multiplié par 75 en 64 ans. Donc c'est complètement fou. Et on le voit, notre vampire, s'il a juste à mettre de l'argent en 1957, lui avec la vie éternelle, c'est comme ça qu'ils peuvent devenir très très riches.
Et c'est ce qui fait, pour nous en tout cas, pour s'en inspirer, si on devait s'en inspirer, parce que c'est aussi le but de ce podcast, c'est qu'il faut démarrer le plus tôt possible. Et plus on va démarrer tard, moins on aura de temps pour faire jouer justement ces intérêts composés. C'est plus on avance dans le temps que ça devient intéressant. Et donc il va falloir, pour nous en tout cas, simple mortel, chercher des hacks pour profiter quand on est plus jeune, parce que voilà, on ne vit pas éternellement. Et il y a un autre aspect que je vois à avoir la vie éternelle, justement, c'est que vivre à travers différentes époques, et traverser le temps comme ça, et traverser les époques, ça leur donne aux vampires, en tout cas, une perspective unique sur les crises qu'on peut traverser, et par effet sur les opportunités d'investissement. On le voit donc dans Vampire Diaries, dans cette série, les deux vampires qui sont les héros du programme, Damon et Stephen, ils ont été créés il y a plus de 150 ans. Voilà, ils sont devenus vampires en 1850, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, même 1840, dans la série, on les voit en tenue d'époque, avec les chemises à jabot à la Austin Powers, en tenue en 1840. Et c'est la même chose, par exemple, dans un film comme Entretien avec un vampire, sans vous le spoiler, c'est l'histoire du vampire Lestat, qui raconte sa vie, en fait, qui est contemporain, c'est dans les années 99 ou 2000, et il parle de sa vie dans les années 1800. Il a je ne sais plus exactement quel âge il a dans Entretien avec un vampire, mais c'est un truc de fou. Et en fait, quand tu as vécu toutes ces époques, quand tu as tout connu, quand tu as connu l'empire de Napoléon et les grandes guerres de Napoléon, quand tu as connu la Première Guerre mondiale, quand tu as connu la Seconde Guerre mondiale, bah en fait, tu as tout vu. Tu as vu ce qu'était le monde avant, tu as vu ce qu'il est devenu après, et qu'à chaque fois, alors pour le coup, c'est pas des vampires, mais c'est l'être humain qui s'en est toujours sorti, tu te blases en fait sur ces crises, et ça amène peut-être avec le temps une certaine sagesse, en fait, avec ces siècles d'expérience. Les vampires, ils ont une connaissance approfondie finalement de la nature humaine, quelque part, même s'ils sont plus humains, et des cycles économiques et de ce qu'on traverse, et ce qu'on ne peut pas voir à une échelle humaine parce que c'est trop court. Eux, avec le temps, ça leur permet de prendre ce recul sur les cycles économiques, sur les investissements financiers, et finalement de tenir leur position, en fait. Ils tiennent leur position parce qu'ils savent que ces déboires sont passagers. Donc si on devait s'en inspirer, c'est de se dire que des êtres, en tout cas imaginaires, qui ont réussi à traverser tout ce qui se passe, bon, ils sont immortels pour le coup, mais tout ce qui se passe depuis 200 ans, 150, 200 ans, et à continuer à s'enrichir, peut-être que nous, sur notre échelle de temps plus courte, on peut s'en servir. Et effectivement, quand à un vampire, on va lui dire « Mais cette fois-ci, c'est différent, tu comprends pas, c'est une crise sanitaire, c'est pas une crise financière », eux, ils savent que au point de vue économie, c'est du blabla, et ils le savent parce qu'ils ont vécu toutes ces périodes-là, et ils ont vu que à chaque fois, on avait eu la possibilité de s'en sortir et d'avancer. Et encore une fois, une dernière chose qui leur permet de prendre un avantage considérable, c'est que quand tu vis éternellement, tu as le temps de te refaire. Si tu commences d'investir à 50 ans et que tu mets tout ton patrimoine en bourse, quelque part, tu n'as que 15 ans devant toi d'activité pour te refaire jusqu'à la retraite. Bon, un vampire, il a l'éternité devant lui. Donc voilà pour le premier point, pour la vie éternelle. Le deuxième point que j'ai vu et qui leur donne un avantage considérable, c'est la beauté. Et ouais, on n'y penserait peut-être pas comme ça, mais quand tu deviens un vampire, en tout cas dans les légendes, dans les films qu'on voit, ça te fige dans le temps en fait, ça te fige à ton âge, à l'âge où tu es, tu arrêtes de vieillir, et la transformation à chaque fois rend beau. Ça exacerbe ta beauté, et tous les vampires, on le voit, ils sont ultra beaux, ils sont éloquents, et tout ça c'est pour attirer leur proie, pour arriver à attirer des humains dans leur escarcelle, et pour arriver à se nourrir. Mais rappelez-vous, on en avait parlé dans le podcast sur la beauté, justement, que la beauté nous donnait un avantage. Il y avait une étude américaine qui montrait que les gens qui étaient très beaux, ils gagnaient en moyenne 5% de plus que les gens dans la moyenne, et ils gagnaient même 10% de plus, entre 9 et 10% de plus que les gens qui étaient considérés vraiment dans la moyenne, les gens très beaux. Et pareil, à délit égal, ça a été prouvé dans des études, les gens qui sont beaux, ils sont jugés moins sévèrement que les moches. Il y a cette série sur Netflix où Zac Efron interprète Ted Bundy, alors je me rappelle plus pareil du titre de la série, mais je vous laisserai trouver, et où en fait c'est un tueur sanguinaire, c'est un serial killer,
mais il est tellement beau qu'il recevait des lettres de femmes, il a même réussi à se marier avant d'être exécuté, enfin c'est un truc de fou. Et apparemment, à délit égal, les beaux sont jugés moins sévèrement que les moches. Et pareil, à l'école, les beaux ont des meilleures notes que les gens qui sont moches. Alors, vous avez compris, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Je ne vise personne, on parle juste pour le podcast. Mais, et même, on en avait parlé dans ce podcast sur la beauté, que c'est un cercle vicieux, en fait, parce que les gens qui sont moins beaux, ou moches, on va dire, hein, plus t'es moche, plus t'es rejeté, et au final, plus tu es sur la défensive, et plus tu vas être rejeté, et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle vicieux, et c'est ce qui fait que souvent, les gens beaux sont souvent beaucoup plus agréables que les gens moches. Et c'est pour ça que les gens beaux font des meilleures affaires que les autres, et c'est peut-être aussi pour ça que les vampires sont avantagés, et... ils sont des meilleurs investisseurs et sont blindés, c'est peut-être parce qu'ils sont beaux, quoi. Voilà. Donc nous, on peut aussi s'en inspirer. Je l'avais dit dans ce podcast sur la beauté, c'est un peu une redite, mais c'est l'importance de la présentation. On est quand même dans un monde d'apparence, et parfois il faut jouer le jeu des apparences. Moi-même, quand j'enregistre ce podcast, je fais attention que la lumière soit bien, je mets un pull propre, je m'attache les cheveux correctement, je regarde que je sois à peu près rasé pour que la personne qui tombe sur mon podcast se dise pas que la lumière soit complètement dégueulasse, surexposée et tout. J'y fais attention parce que si je veux que les gens prêtent attention au fond, en tout cas, il faut que la forme aille avec, malheureusement. Sinon, si la forme est dégueu, ou par exemple le son, la qualité du son. Je m'enregistre avec un bon micro parce que les gens qui n'ont pas la vidéo mais qui m'écoutent en podcast, si mon son est dégueulasse, s'il n'est pas beau à l'oreille, les gens vont même pas écouter le fond, alors que le fond peut peut-être être super intéressant. Bon, encore une fois, vous l'aurez compris, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais n'oubliez pas que je le disais dans le podcast sur la beauté, je concluais même là-dessus si mes souvenirs sont bons, mais le charme est souvent beaucoup plus important qu'une beauté qui pourrait être objective et dictée par des critères de société. Et donc travailler ça, on peut toujours s'arranger en tout cas, mais voilà, si on veut faire des bonnes affaires, soyez beau, quoi. Alors, troisième chose que j'ai identifiée qui permet aux vampires d'être de si bons investisseurs, c'est la patience. Parce que les vampires, ils sont connus pour être patients justement et attendre le moment parfait pour agir. Et c'est même dans leur nature immortelle de vampire d'être patient. On le voit par exemple dans Twilight, dans le film Twilight, ils dorment pas, les vampires. Et ils ont même pas de lit dans leur chambre. Donc il faut s'occuper, c'est une éternelle alternance d'une très très longue journée qu'on vit quand on est un vampire, avec une alternance de jour et de nuit. Et il faut s'occuper pour l'éternité, quoi. Alors, ils n'ont pas ce problème dans Twilight parce qu'ils peuvent sortir dehors. Dans Vampire Diaries, pareil, ils ont une bague magique qui leur permet de ne pas sortir que la nuit. Il n'y a que dans Entretien avec un vampire où ils n'ont pas tout ça et ils vivent que la nuit, où le soleil les tue et ils n'ont pas le choix de vivre autrement que la nuit. Mais voilà, quand on est vampire, jour ou nuit, il faut s'occuper pour l'éternité, quoi. Et donc, c'est, en tout cas, ce qui est traduit dans les films, c'est que ça leur confère une grande discipline et une patience. Il faut attendre le bon moment. Et c'est des qualités finalement qui sont essentielles pour réussir en investissement, hein. Discipline et patience. Quand on veut investir en bourse, la discipline de faire son DCA, d'investir chaque mois à la même heure, le même jour on va dire, le même montant, que les marchés montent ou descendent. Et au moment où j'enregistre ce podcast, on est quand même à 2 années un peu compliquées en bourse, hein. 2 années de range market où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, il faut de la discipline et de la patience. Et il en faut encore plus quand il faut résister au mouvement de panique du marché. On se rappellera tous les événements de 2020 où le marché s'est cassé la figure. On dit souvent que quand le marché monte, il prend l'escalier et quand il descend, il prend l'ascenseur. Là, quand la bourse, d'un coup, blam, se casse la figure, il faut beaucoup de résistance et beaucoup de patience pour résister à cette panique du marché. Il y a une citation de Warren Buffett, d'ailleurs, à ce sujet qui est
très très importante qui dit « La bourse est un moyen permettant de transférer l'argent des impatients aux patients ». Et c'est exactement ce qui se passe en bourse. Combien de gens vous connaissez dans votre entourage qui vous ont dit « Jamais je remettrai de l'argent en bourse, c'est un casino, c'est n'importe quoi, j'ai perdu de l'argent, j'avais mis 10 000 euros, ça s'est cassé la figure, il y avait que 7 000, j'ai vendu avant d'être ruiné ». Et au final, ces gens-là, c'est des impatients. Et ils ont transféré leur argent dans la poche des patients qui ont su acheter au bon moment. Et eux, revendre au bon moment, finalement. Parce que c'est juste une question de ça. Et au final, avec les stratégies de DCA, d'investir tous les mois, à la même date, le même montant, c'est une stratégie typiquement de patience et de long terme. Hein. Je ne sais pas si les vampires... Donc, je ne sais pas s'ils existent, mais je ne sais pas s'ils investissent comme ça, en tout cas. Mais... moi, c'est bien comme ça que je les verrais investir, tous les mois, le même montant, et en visant vraiment du pur long terme, avec discipline, avec patience. Donc je pense que c'est une vertu dont on peut s'inspirer. J'ai identifié l'adaptabilité aussi, parce que les vampires, ils ont survécu à travers les siècles en s'adaptant à chaque fois aux nouveaux environnements. Parce que quand tu vieillis pas, tu peux pas rester toute ta vie au même endroit. Il y a un moment où il faut que tu déménages, parce que sinon on va voir que sur tes papiers d'identité, tu as 50 ans, mais t'en parais 26, ça va quand même être compliqué. Donc il faut sans cesse qu'ils s'adaptent à des nouveaux environnements, à de nouvelles sociétés, parce que quand tu traverses les siècles, tu vois tout, tu connais les guerres, tu connais les périodes fastes, les périodes difficiles, et donc tu dois t'adapter constamment à ton époque. Et on le voit autour de nous, par exemple nos grands-parents qui n'ont pas connu Internet, on voit à quel point ils peuvent galérer, par exemple, ou tout simplement des gens qui ne s'adaptent pas. On connaît tous l'expression « il faut savoir vivre avec son temps ». Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vivre avec leur temps. Eux, les vampires, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de s'adapter au changement, parce qu'ils ne peuvent pas résister au changement éternellement. Ils sont obligés, s'ils veulent s'adapter, de vivre avec leur temps. Et quand moi, parfois autour de moi, je vois certains investisseurs qui hésitent encore à passer à la banque en ligne, par exemple. J'ai des investisseurs autour de moi qui me disent ça. Hein. Ils me disent « non, mais je ne peux pas ouvrir un compte chez Fortuneo ou chez Boursobank parce que j'ai peur que ce soit des arnaques. » Alors que c'est des filiales respectivement du Crédit Mutuel et de la Société Générale, si je ne dis pas de bêtises. Alors quand il y a des gens qui, encore en fin 2023, ont cet a priori pour la banque en ligne, dites-vous que la crypto et le Bitcoin, c'est pas pour demain. Et moi, je suis investisseur. J'ai l'impression déjà d'être rentré tard sur la crypto. Et je suis investisseur en crypto depuis 2017. Et on le voit, là, ces derniers temps, ça a bougé, ça remonte, c'est excitant, il se passe des choses. Et tout ça pour dire que cette capacité d'adaptabilité de nos stars du podcast de cette semaine, des vampires, c'est peut-être quelque chose aussi duquel il faut s'inspirer. Cette adaptabilité et le fait de constamment faire cet effort de vivre avec son temps, pour pas être largué en fait, tout simplement. Et moi je le vois, le fait de faire des podcasts, le fait de me maintenir, publier des formations en ligne par exemple, d'avoir un site internet qui est à jour, me maintenir avec cette technologie, d'avoir aussi des enfants qui sont jeunes, qui me maintiennent avec la jeunesse, de faire des coachings aussi avec des gens qui ont entre 20 et 30 ans, ça permet de rester dans le coup, quoi, et de pas être largué à 41 ans. Donc voilà, et ça nous rappelle qu'un investisseur, il doit être flexible, il doit être prêt à s'adapter à des conditions de marché qui changent. Une autre vertu que j'ai identifiée, c'est la discrétion. Oui, les vampires, eux, ils opèrent dans l'ombre, ils évitent d'attirer inutilement l'attention sur eux, parce que ça pourrait quand même, toutefois, ils sont peu nombreux, hein, finalement. Donc, ils ont pas envie d'attirer l'attention sur eux. Et on le rappelle, c'est atroce, mais ils se nourrissent d'humains. Donc, il y a un moment, voilà, tu vas pas tuer tous tes voisins dans ton village, sinon ça va commencer à se savoir. Donc, il faut faire attention. Et souvent, on parle de discrétion aussi en investissement, et à quel point c'est important de garder ses stratégies et ses investissements pour soi. Alors moi, j'en parle beaucoup sur Internet, au final, mais on le voit, hein, Une vie de liberté, la chaîne, elle a 4 ans d'existence, elle a 4000 abonnés. Donc finalement, j'en parle quelque part qu'aux gens qui me ressemblent. Les gens que ça n'intéresse pas, ils viennent même pas sur la chaîne, ils viennent même pas regarder sur Une vie de liberté. Et quelque part, cette discrétion, elle me fait penser au fait que quand vous êtes dans une soirée où vous avez des gens qui ne sont pas des investisseurs, vous n'allez pas leur parler de vos investissements, vous n'allez pas les saouler avec ça. Vous restez discret sur ce que vous faites. Et c'est peut-être mieux parce que on se rend compte aussi qu'on peut être parfois jugé, parfois mal compris,
d'investir et d'en faire, en tout cas, de le faire massivement. Si vous avez acheté un appart pour votre retraite, il y a beaucoup de gens qui font ça. Si vous en avez 10, 20, 30, comme on peut le faire, si vous avez des dizaines, des centaines de milliers d'euros en bourse, des millions peut-être pour certains, bah, ça peut être mal compris. Mais par contre, on va pouvoir se le dévoiler entre nous, entre investisseurs. Dès qu'on est entre nous, bah là, il n'y a plus de tabou. On peut parler entre nous. Donc, cette discrétion, en tout cas, qu'ont les vampires sur leur vie, sur leurs agissements, sur ce qu'ils font, si on la compare à la discrétion à parler de nos investissements, bah, peut-être que c'est préférable de garder nos stratégies pour nous, en tout cas quand on est dans le quotidien, parce que moi, vous me direz, j'en parle sur Internet, mais moi j'ai l'impression que j'en parle qu'à mes abonnés, qu'aux gens qui sont intéressés par les investissements. Et d'ailleurs, ma chaîne, il faut faire un effort pour y aller. Si elle ne vous intéresse pas, bah, vous n'y allez pas, quoi, concrètement. Donc, j'ai l'impression ici de parler qu'à des investisseurs, mais quand je suis dans un public où il n'y a pas d'investisseurs, bah, pareil, je préfère rester discret et j'en parle que si on vient me sonner sur le sujet. Les vampires, ils ont aussi une communauté et un réseau. Et ça va faire écho à ce dont je viens de parler. Mais voilà, quand on est vampire, on a souvent une communauté qui est serrée. On peut pas vivre seul, en fait. On peut pas prospérer et survivre si on reste seul. Parce que même si on est immortel, les humains, s'ils s'y mettent à plusieurs, ils peuvent arriver à nous tuer. Donc les vampires, ils sont obligés de construire une communauté, un réseau pour vivre ensemble. Et c'est là où il y a l'importance de se construire, qu'on peut voir aussi pour les investisseurs, un réseau solide, s'entourer des bonnes personnes qui nous ressemblent pour investir. Si, encore une fois, Orelsan le disait, et j'en parle souvent dans ce podcast, je la cite souvent, mais c'est dans une chanson, mais traîner avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. Traîner avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. On le voit à quel point, pour les investisseurs, notre entourage proche est important. Moi, je le vois aujourd'hui, mon entourage proche, mes amis proches, j'ai quasiment que des entrepreneurs, que des investisseurs. Alors bien sûr, j'ai plein d'amis qui ne le sont pas. J'ai mes amis d'enfance que j'adore et qui en passent des super moments. Mais les gens de mon quotidien, les gens qui m'entourent, le plus qui partage mon quotidien, en fait, ce qui va avoir, je veux dire, le plus d'influence sur mes décisions, sur ce que je fais tous les jours. Ces gens-là, faut bien les choisir. Et si au quotidien, vous êtes entouré de gens négatifs, de gens qui sont, en tout cas, qui ont une mauvaise vision sur l'entrepreneur, il n'y a pas forcément des entrepreneurs, mais des gens qui ont une mauvaise vision, qui vous tirent vers le bas, c'est quelque chose qui va vous bouffer, quoi. Donc, on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez que des entrepreneurs dans votre domaine. Bien sûr, moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas entrepreneurs. J'adore les voir, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour passer une super soirée le samedi soir et parler de plein d'autres trucs que de l'investissement. Bien sûr que je n'ai pas que des amis investisseurs. Mais pour les gens qui sont avec moi au quotidien, je pense à Ben, je pense à Fab, je pense à Yann, c'est aussi mes amis, par la force des choses, mais c'est des investisseurs. Et tous ensemble, en tout cas, on se tire vers le haut, on avance. Et cette communauté et ce réseau que pourraient avoir les vampires, ça nous rappelle aussi peut-être l'importance de nous entourer, nous, de gens qui nous ressemblent pour avancer et pour continuer de prospérer. Et je parlais de survivre pour les vampires, mais même de survivre en tant qu'investisseur. Parce que si vous êtes qu'entouré de gens négatifs, votre âme d'investisseur, comme l'âme du vampire, elle va s'éteindre. J'ai encore identifié la gestion des risques chez les vampires, parce que ce soit dans Twilight, que ce soit dans Entretien avec un vampire, même dans Vampire Diaries, finalement, on voit que les vampires, ils sont très prudents, parce que techniquement, ils sont immortels, et j'en parlais depuis le début de ce podcast, mais ils sont prudents parce qu'on peut quand même les tuer. Alors, suivant les films, ils peuvent être tués par d'autres vampires, ils peuvent être tués par des loups-garous, ils peuvent être tués par le soleil, dans certains films, par l'ail, par un pieu dans le cœur. Donc, cette gestion des risques chez le vampire, c'est le savant mélange entre le fait que, techniquement, t'es immortel, donc tu peux prendre beaucoup de risques en investissement, t'as un horizon de temps qui est très long pour te refaire, tu peux aussi prendre, par exemple, tous les risques pour créer un business, il va rien t'arriver, mais que tu dois quand même être prudent, parce que tu ne dois pas te faire attraper ou qu'on divulgue ton secret. Donc, tu dois quand même apprendre à gérer tes risques. Tu ne peux pas foncer et faire n'importe quoi comme une tête brûlée. Si, par exemple, tu te fais attraper ou qu'on divulgue ton secret, ça implique de déménager. Je le disais tout à l'heure, quand tu es vampire, tu vieillis plus,
mais tous les 10, 15, allez, 20 ans peut-être, il y a un moment tu dois déménager parce que tes voisins vont se poser des questions. Et donc, tu préserves quand même ta tranquillité pour pas avoir à déménager tous les 5 ans, quoi, et mener une existence de nomade. Et on le voit d'ailleurs dans toutes ces séries, dans tous ces films, les vampires, ils sont tout le temps dépeints comme des gens qui sont très intelligents, très stratégiques. Et ça, c'est aussi une vertu en investissement, où l'analyse de ce qu'on va faire, de son patrimoine, de l'arbitrage, là où on va arbitrer son temps, là où on va arbitrer ses fonds, à quel point c'est important pour prendre des décisions intelligentes. Et à la fois d'avoir cette vision long terme et du temps pour se refaire, qui permet de prendre des risques, tout en mesurant ceci pour pas faire n'importe quoi, pas se faire attraper ou pas se faire tuer bêtement, ça montre, il y a un bon parallèle avec duquel on peut s'inspirer, en tout cas, où nous, on a besoin de prendre des risques en investissement, parce que si on prend aucun risque, il se passera rien. Bien entendu, faut mesurer ses risques pour pas perdre son capital. Donc, encore une fois, ça nous montre que même pour un vampire, la gestion des risques est importante. Et c'est peut-être aussi parce qu'ils le font dans leur vie, en tout cas dans leur vie, dans leur vie après la mort, parce que techniquement, ils sont morts. Hein. Mais bon, dans leur vie éternelle, en tout cas, cette gestion des risques, elle peut s'appliquer sur leurs invests. Et c'est pour ça qu'ils sont blindés. Et j'ai encore identifié 2 choses. La prise de décision rationnelle. Ça aussi, ça découle aussi du du point précédent, mais dans Vampire Diaries, ils ont une sorte de curseur en eux où ils peuvent faire taire leur part d'humanité. Ils peuvent l'écouter, mais ils peuvent la faire taire. Et donc, parfois, on le voit, ils ont des accès sanguinaires, et ils vont faire des raids meurtriers où ils vont tuer des dizaines de personnes pour se nourrir, et pour pas trop souffrir, justement, ils font taire un temps cette part d'humanité. Et après, Vampire Diaries, c'est un truc complètement à l'eau de rose. Hein. Après, ils remettent leur part d'humanité et ils passent 15 ans à culpabiliser pour ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que si nous, on avait cette faculté-là, pendant un temps, de pouvoir faire taire cette part d'humanité, en faisant ça, eux, en la mettant clairement de côté, ils mettent les sentiments de côté et ils arrivent à prendre des décisions sans faire de sentiments. Des décisions froides, des décisions fortes. Et on le voit parfois en investissement, c'est peut-être pour ça qu'ils sont si bons en invest. C'est difficile de prendre des décisions sans se laisser bouffer par ses émotions. Et donc là, pour leur décision d'invest, il suffit de mettre ce curseur-là, où on fait taire sa part d'humanité, et ils peuvent prendre des décisions sans se laisser emporter par leurs émotions, des décisions froides. Et ça peut être très utile. On le voit, hein, il y a certains investisseurs qui tombent complètement amoureux de leurs actifs, que ce soit des actions en bourse, ils sont amoureux de Tesla, ils sont amoureux d'Apple, ils sont amoureux de Total, ou d'un bien immobilier. On peut tomber amoureux d'un bien immobilier alors que objectivement, il y aurait toutes les raisons de le revendre. Et en faisant taire tout ça, en faisant taire cette part d'humanité, cette part de sentiment, on pourrait peut-être regarder les choses froidement et faire une analyse froide, et parfois vendre un actif justement qu'on devrait garder et qu'on garde par sentimentalisme. Et c'est, en tout cas pour nous, être de chair et de sang, être humain mortel, c'est impossible de mettre cette part d'humanité et ces sentiments de côté. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs, heureusement qu'on ne peut pas faire ça. Mais par contre, ça nous empêche parfois de prendre des décisions rationnelles. Et quand on voit Damon Salvatore, le héros de Vampire Diaries, si on pouvait faire ça, ça serait peut-être parfois plus simple de prendre certaines décisions. Mais encore une fois, c'est un tout. Si on veut que les choses aient du sens, on est obligé de mettre des émotions dans ce qu'on fait. C'est important en tout cas. Si tout n'est pas qu'une histoire d'argent et tout n'est pas qu'une histoire d'arbitrage de patrimoine, si vous avez un bien immobilier que vous adorez, qui fait aucun sens dans votre patrimoine, mais une fois que vous l'avez vendu, vous êtes malheureux, alors ça n'a aucun sens de le vendre, même si rationnellement, c'est un bien, par exemple, vous en avez hérité, il vous coûte de l'argent, rationnellement, il faudrait le vendre, mais si vous le vendez, c'est un crève-cœur. Donc, il vaut mieux regarder les choses en face, bien se connaître, et partant de ce postulat, ok, qu'est-ce que je vais trouver comme autre source de revenus qui me permettent de garder ce bien, par exemple. Ça, c'est important. Et ça demande aussi de prendre des décisions rationnelles. Donc nous, on ne peut pas mettre cette part d'humanité de côté, mais c'est peut-être d'arriver de temps en temps à peser le pour et le contre, des fois mettre les sentiments de côté pour voir la situation froidement, et après remettre les sentiments de côté, et pour le coup, les prendre en compte, parce que si on ne les prend pas du tout en compte, je pense que c'est une arme à double tranchant.
Et je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Et la dernière chose que j'ai identifiée, qui permet aux vampires d'être si bons en invest, c'est qu'ils arrivent à lutter contre leurs tentations. Ils arrivent plus ou moins bien, en tout cas, suivant les films ou les séries, à se maîtriser. Et on le voit, les vampires, ils se nourrissent de sang humain. Bon, ben voilà quoi, c'est comme ça. Et c'est vital pour eux, si je puis dire, même s'ils sont morts. Mais ils peuvent pas le faire n'importe comment. Et d'ailleurs, on le voit, pour que ce soit acceptable, toute cette série, c'est la mode des gentils vampires, en fait, hein, qui se nourrissent pas de sang humain, mais qui se nourrissent de sang d'animaux. On le voit dans Vampire Diaries, ils se nourrissent avec des poches de sang, de la banque de sang, quoi, du don du sang, ou dans Twilight, ils se nourrissent avec du sang d'animaux. Mais justement, pour arriver à faire ça, ils doivent apprendre à lutter contre cette soif de sang et cette pulsion. Et quelque part, on pourrait comparer ça, nous, aux tentations qu'il y a tout le temps dans le monde de l'investissement. Il y a toujours un nouveau truc, une nouvelle crypto, une nouvelle action, une nouvelle mode d'investissement. Et c'est un peu ce syndrome de l'objet brillant où on n'arrive pas à se focaliser sur une méthode et on va de méthode en méthode, on n'arrête pas de changer sa stratégie. Un coup, c'est les actions à dividendes, un coup, c'est du DCA en ETF. Et au final, après, pour moi, avoir passé beaucoup de temps à analyser toutes ces stratégies d'investissement, j'en suis vraiment venu au fait que les gens qui ont le plus réussi sur le long terme, c'est des gens qui font du DCA sur un indice. C'est ce que j'apprends dans la formation Investir sereinement en ETF. Code Black Friday BF 2023, si vous voulez l'avoir pour 100 €. Non, blague à part, c'est ce que j'explique dans cette formation. J'ai pas, vous le verrez, hein, enfin vous le voyez, j'ai sorti cette formation il y a 3 ans. Et depuis, j'ai pas ressorti de formation sur la bourse parce que, en fait, c'est pour moi la meilleure méthode et ça change pas. Et pourtant, des sollicitations, j'en ai eu. Ah, viens faire du trading. Ah, fais des actions à dividendes. Ah, fais ci. Ah, fais ça. Et ça, c'est apprendre à lutter contre les tentations d'aller gagner de l'argent, contre une certaine forme de cupidité aussi. Et de se dire, ouais, mais putain, les ETF, c'est long. C'est 8%, 10% par an. Là, sur une opportunité de trading, on me propose du 30% en 3 mois. Ah, imagine si je mettais tout mon capital. Et ouais, mais une stratégie, elle est faite justement pour être tenue, pour être long terme, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et je pense que justement, ces vampires, où ils doivent lutter contre leur soif de sang, pour se nourrir de sang d'animaux, par exemple pour les gentils vampires des séries dont je parle, ça leur apprend de lutter contre ces tentations, ça leur apprend aussi à lutter contre des tentations de faire n'importe quoi avec leurs invests, et peut-être que c'est pour ça qu'ils sont aussi de meilleurs investisseurs. Donc voilà, j'en ai fini sur les exemples. J'ai trouvé quand même quelques contre-exemples que j'ai trouvé sympas, où justement dans Twilight, on nous apprend que la famille Cullen, ils sont extrêmement riches, mais eux, c'est pas par des investissements long terme accumulés avec le temps qu'ils sont devenus riches, c'est que dans cette série-là, chaque vampire a une spécificité, un talent, et le talent d'Alice, la fille des Cullen, c'est de prévoir l'avenir. Et en fait, ils ont appris à gagner de l'argent en spéculant sur le marché boursier parce que Alice arrive à voir l'évolution des actions avec une précision presque parfaite. Donc les Cullen sont devenus riches avec le trading en trichant, avec un délit d'initié parce qu'ils arrivent à voir l'avenir. Donc pour eux, leur richesse, elle n'est pas le résultat de leur immortalité, de la sagesse accumulée, mais d'un talent surnaturel. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, si jamais elle perd son talent, elle sait que comme elle va vivre éternellement avec tout ce que j'ai dit, elle est refaite pour l'éternité. Et il y a un autre contre-exemple d'un film que j'ai bien aimé, peut-être que vous l'avez vu. Ce film, c'est Daybreakers avec Ethan Hawke. Et dans ce film, en fait, c'est une société de vampires qui est en crise parce que ils sont tous devenus des vampires sur Terre et ils ont quasiment éradiqué les humains. Alors les pauvres humains, ils servent de banque alimentaire en fait, hein, ils sont élevés comme des légumes et il y a une pénurie de sang humain. Alors bien sûr, il y a certains vampires qui sont riches et puissants, mais il y en a beaucoup d'autres qui vivent dans la précarité et qui luttent pour vivre parce que leur ressource essentielle qui les maintient en vie, qui est du sang humain, elle est devenue rare. Et là, on le voit, ça nous montre que c'est plus une question d'argent ici. Dès qu'on est trop nombreux à faire la même chose ou à dépendre d'une ressource essentielle,
tout ce monde de l'indépendance financière, ça fonctionne plus. C'est la pyramide de Maslow, hein. Si on n'arrive pas à satisfaire les besoins essentiels, là pour le coup, le besoin essentiel, c'est se nourrir, toute la pyramide s'effondre en fait, hein. Et pour nous, pour l'Invest, ça marche parce qu'on est une minorité à le faire. Alors même, vous voyez, ça fait 4 ans que j'en parle sur YouTube et tout le monde n'est pas devenu investisseur et millionnaire, donc je pense qu'on a encore de la marge. Mais le parallèle pour nous, c'est qu'en fait, ça fonctionne parce qu'on est encore une minorité à passer à l'action, et ça fonctionne parce que la pyramide de Maslow est respectée, parce qu'on a des vêtements sur nous, parce qu'on arrive à se nourrir. C'est pour ça qu'on aspire à des choses plus grandes. Et ce film est très sympa. J'aime beaucoup ces films un peu d'anticipation, fantastique, parce qu'on le voit, si la ressource essentielle de départ qui est se nourrir, hein, même pour des vampires, elle peut plus être assumée, alors tout le reste, mis à part pour une élite, pour certains, et là on revient dans notre société actuelle. C'est une métaphore de la société, et on va aussi en parler par la suite dans la prochaine partie, mais c'est aussi une métaphore de la société actuelle, de la société dans laquelle on vit. Ici, vous remplacez les vampires par des humains, finalement il y a des riches et des pauvres, en tout cas dans cet univers-là. Et voilà, alors pourquoi au final, si les vampires sont si riches, après, mis à part ces 2 contre-exemples, en tout cas dans le podcast que j'ai donné, pourquoi, que ce soit dans Twilight, que ce soit dans Vampire Diaries, que ce soit dans Entretien avec un vampire, que ce soit même dans Daybreakers, pourquoi les vampires, ils apparaissent si tristes et si blasés au final? Parce qu'on le voit, ils ont un temps infini, mais ils sont pas heureux. C'est très très rare de voir les vampires heureux. Et même dans Twilight, le héros, on voit que même heureux, il sera toujours torturé. Alors, il y a une métaphore sociale et une critique derrière ces histoires de vampires, ça vous aura pas échappé, hein. On vient de passer 1 heure à comparer des vampires à des investisseurs, ou des investisseurs à des vampires, plutôt. Et dans certains films ou dans certains livres de vampires, comme par exemple Dracula, la richesse des vampires, elle sert aussi de métaphore pour critiquer certaines facettes de la société, comme le capitalisme sauvage, l'élitisme, l'exploitation des êtres humains. Et en fait, les vampires, en se nourrissant littéralement de sang humain, donc ils se nourrissent littéralement des humains, ils peuvent parfois représenter certaines forces qui sont perçues comme des parasites ou des prédateurs pour la société. Il y a ça qui est sous-tendu aussi derrière ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans tous ces films et dans toutes ces séries, les vampires, ils s'obstinent à fréquenter les humains, et pas que pour les bouffer, mais pour passer du temps avec eux. Ils s'obstinent à les fréquenter, à rester avec eux, à tomber amoureux d'eux, à même faire des enfants, comme dans Twilight, pour garder cette part d'humanité en eux, finalement. Et c'est pour ça que c'est important, et que sur Une vie de liberté, ça s'est pas résumé à un podcast qui disait « faites de l'argent, pompez-le up, c'est cool », mais qu'il y a tout cet aspect développement personnel, et où je dis être libre dans ses poches, c'est bien, mais ça vaut rien si on n'est pas libre dans sa tête. Si sans cette humanité, sans ce qui fait de nous des êtres humains, je parlais des décisions froides qu'on pouvait prendre comme ça, est-ce que ça serait bien? Je pense pas du tout, en fait. Sans cette part d'humanité, la vie, elle vaut pas grand-chose. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent pour l'argent, ça rend pas libre. Ce qui nous rend libre, ce qui nous fait du bien, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Et pour répondre aussi à cette question, pourquoi les vampires ils sont si tristes et si blasés, ça va aussi avec leur adaptation et leur évolution dans le monde moderne. Et les vampires, comme ils sont immortels, ils ont eu la possibilité, on l'a dit tout à l'heure, de s'adapter, d'évoluer dans la société humaine. Et ils ont acquis des compétences avec le temps, des connaissances, des ressources, qui leur ont permis de prospérer dans ce monde moderne, et peut-être des fois d'avoir des rôles de pouvoir, des rôles d'influence. Et regardez, nous, tout ce qu'on oublie avec le temps. Je veux dire, j'ai fait un podcast il y a 15 jours sur le manuel d'Épictète, je le ressors 2000 ans après sa mort, et nous, on a l'impression de découvrir tout ça. Moi, chaque fois que je lis le livre, j'ai même l'impression de le redécouvrir. Et il y a des gens qui, en 2023, 2024, découvrent Épictète. Et eux, théoriquement, les vampires, en ayant une seule longue existence comme ça, toutes ces choses-là, de sagesse humaine, finalement, ils l'oublient jamais. Ils ont tout ça en eux. Mais est-ce que finalement, tout ça, c'est pas blasant à la longue? Parce que
Est-ce qu'à un moment, ils n'ont pas fait le tour? Parce que je le dis toujours que notre plus grande richesse, c'est le temps. Et c'est vrai, bien sûr. Alors pourquoi les vampires, qui ont du temps en abondance, ils sont si tristes et si torturés? Et c'est ça, c'est le paradoxe de la longévité en fait. Avoir tout le temps du monde, finalement, ça diminue l'appréciation de la vie. Ça diminue toutes les opportunités qu'elle offre, parce que, voilà, trop de temps pour ça tue la magie. Notre temps, il est précieux, c'est notre plus grande richesse, justement parce qu'il est limité, parce qu'il est rare. S'il était abondant, partout, par définition, il est plus rare, donc il est plus si précieux. Et pourquoi nous, on profite de la vie? Pourquoi, en tout cas pour les gens qui m'écoutent, et notre communauté, c'est si cher et c'est si important de profiter de la vie? C'est parce qu'elle a une fin, quoi. C'est parce que ça va s'arrêter un moment. Un peu comme moi, finalement, j'ai eu l'impression de profiter encore plus de mes enfants avec la garde alternée, parce que je savais que chaque semaine, elle allait finir, et puis on allait passer une semaine sans se voir, alors j'en profitais à fond, quoi. Et voilà, la vie, on sait qu'elle va prendre fin. C'est comme quand on fait un beau voyage. Quand on part pour un beau voyage, on sait qu'on va rentrer. On sait qu'on va partir, donc on fait plein de choses. On optimise à fond nos journées, on les remplit, on les vit intensément. Et c'est ça qui fait la magie de la vie. Et c'est pour ça que tout être imaginaire, mystique et fascinant que soient les vampires, s'ils existaient, je ne crois pas que leurs conditions soient enviables. Ils ont peut-être beaucoup de temps, mais ça en perd tout le sel et toute la saveur. Et peut-être que ce qu'il faut retenir de cet épisode de podcast, c'est encore une fois la quête de sens, quoi. L'indépendance financière, oui, mais pas à n'importe quel prix, et pas au prix de son quotidien, pas au prix de sa vie, et pour rebondir vraiment sur ce podcast, peut-être pas au prix de son âme, quoi. Et nous, il faut qu'on continue à chercher des raccourcis, à être malin, parce qu'on ne vit pas éternellement, donc pour aller le plus vite possible, en y passant le même temps finalement, mais pour aller plus vite, et pour garder cet équilibre entre planifier pour notre avenir, mais profiter du moment présent. J'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.